Je ne peux pas être juge et partie. Moi, j'ai écrit un livre. Je l'ai présenté au public. Mais je demande au public d'apprécier d'abord la prestation d'aujourd'hui et puis de prendre le temps de lire le livre pour par la suite faire part de leurs impressions. Mais les premiers échos qui me reviennent me font croire que la journée a été une bonne réussite. Et la simple raison que je reçois déjà des invitations un peu partout et les gens sont intéressés d'approfondir cette matière assez sensible, capitale et centrale pour le Congo. Les grandes lignes de ce livre, c'est un livre qui traite dans un premier temps de l'histoire ou de l'historique de l'armée depuis sa création donc, au Congo. Parce que le Congo existe bien avant, pas depuis la création du Congo, mais depuis l'État indépendant du Congo jusqu'à ce jour, donc fin 2012. Faire une étude que j'appelle synoptique, retrouver les éléments communs qui ont traversé nos différentes armées pour comprendre pourquoi ces armées n'ont jamais fonctionné. Et là, j'ai isolé quelques pathologies et ces pathologies m'ont permis de prévoir dans la deuxième partie qui s'intitule « Enjeux et défis de la refondation d'une armée nationale et républicaine » des pistes et de solutions pour qu'un jour le Congo dispose d'une armée nationale et républicaine. Voilà l'économie du livre Nations Journalistes. Oui, j'ai suivi le résumé de son livre puisqu'il faut l'acheter parce que c'est un livre de plus de 400 pages. J'ai compris quelques-unes des causes des maux qui ont rongé l'armée congolaise. Mais une armée est un instrument, c'est un outil entre les mains des hommes politiques. C'est même le pilier d'un État. Alors, ce que moi je n'ai pas compris, c'est que dans son analyse, il parle d'une armée et une armée fonde sa légitimité sur la notion d'ennemi. Une armée combat un ennemi. Une armée combat des forces d'agression. Alors, dans son exposé, et je suppose que dans son livre, il en parle, mais en tout cas dans son exposé, il n'en dit pas un mot. Il ne dit pas un mot sur l'ennemi du Congo, l'ennemi des Congolais. Il ne le cite pas, il ne le qualifie pas. De temps en temps, il parle des Rwandais et du Rwanda. Pour moi, ni les Rwandais, ni le Rwanda ne sont les ennemis des Congolais. Pour moi, les ennemis des Congolais, ce sont des Tutsis rwandais. Donc, il est impossible de parler de la guerre qui fait rage au Congo. Il est impossible de parler de l'armée au Congo sans parler de l'ennemi que cette armée devra affronter. Et cet ennemi, pour moi, l'ennemi numéro 1 que l'armée congolaise d'hier, d'aujourd'hui et de demain devra affronter et vaincre, c'est le Tutsi rwandais et non pas les Rwandais en général. Pour moi, c'est l'une des... Est-ce que vous ne pensez pas que ça soit un peu limite dans la mesure où peut-être, hein, bon, je ne suis pas à sa place, qu'il aurait eu peut-être peur d'être taxé de xénophobe, c'est pas moi de... Je ne vois pas qu'est-ce que la peur ou la xénophobie a à voir dans cette histoire. Nous sommes dans une guerre qui a coûté déjà plus de 8 millions de morts. Et face à vos ennemis, vous, lui qui est en plus un colonel, il est de l'armée. Si donc lui qui est de l'armée, qui est un soldat, un officier a peur, comment voulez-vous que nous puissions gagner une guerre dans laquelle les officiers ont peur, pour reprendre votre expression, ils ont même peur des mots, comme le mot xénophobie. Mais un officier n'a peur de rien. Il n'a pas plus peur des mots comme xénophobie que des balles ou des fusils ou des obus. Un officier n'a peur de rien. Et moi, je ne suis pas un officier, je suis un civil, je n'ai jamais fait l'armée, mais je n'ai pas peur de citer des mots. Et de parler des Tutsis, ce n'est pas faire preuve de xénophobie. Nous sommes ici en Belgique, mon cher. Nous sommes ici en Belgique. Est-ce que vous pouvez parler des Belges sans citer le nom des Wallons et des Flamands? Et quand vous parlez des Wallons et des Flamands, va-t-on vous taxer de xénophobes? Pourquoi ce n'est pas vrai ici, en Belgique? Nous sommes dans une ville flamande, ici, à Leuven. On parle flamand ici. Et au début, d'ailleurs, le conférencier a dit qu'on allait parler en français. Donc, le problème linguistique se pose ici en Belgique. Le problème des communautés entre les Wallons et les Flamands. Et toutes les crises belges ne peuvent pas se comprendre si on élude la question des Flamands et des Wallons. Comment voulez-vous parler de l'armée au Congo? Donc, de l'ennemi que le Congo devra affronter avec son armée, sans qualifier correctement l'ennemi n'est-ce pas, de l'armée congolaise et des Congolais. Alors, finalement, quelle est la valeur d'un ouvrage très savant, par ailleurs, très académique, si cette question fondamentale n'est pas résolue, si aucune réponse n'est apportée à la question de savoir qui est l'ennemi, n'est-ce pas,
de l'armée congolaise. Parce que jusqu'à présent, l'ennemi, que ce soit de la force publique, que ce soit de l'ANC, l'armée nationale congolaise, que ce soit des FAS à l'époque, que ce soit des FARDC, c'était le civil, c'était le Congolais, le civil, qui était pris pour ennemi, qui était combattu, qui était massacré, qui était persécuté. Mais le véritable ennemi maintenant, on le connaît qui c'est. Et voilà, face à ce véritable ennemi, nos forces armées se montrent impuissantes et inefficaces. Voilà donc le principal reproche que je pourrais adresser à ce livre, que je n'ai pas encore acheté, que je n'ai pas encore lu, c'est que l'auteur n'a pas qualifié l'ennemi. L'ennemi du Congolais, ce n'est pas une nation, c'est une ethnie. Ce n'est pas le Rwanda, c'est les Tutsis rwandais. Je ne veux pas rentrer dans des débats idéologiques. Quand on parle de l'ennemi Tutsi, c'est considérer tous les Tutsis comme étant ennemis du Congo. Moi, je pense que c'est pas ça l'approche de mon livre. Mon livre, c'est ne pas d'aller chercher l'ennemi ailleurs, faire comprendre aux Congolais, si nous prenons en charge, nous développons ce que j'appelle une résilience politique, nous sommes capables de mettre sur pied une armée à même de contrer l'ennemi que vous appelez Tutsi. Je vous donne un exemple. J'ai un ami qui me contacte hier, il dit « J'étais avec une Tutsi qui est intéressée par ton livre, elle aimerait traduire ce livre parce que elle voudrait que la vérité que vous avez écrite par rapport à la situation du Congo et du Rwanda soit aussi connue par, dans les pays anglo-saxons. La dame habite en Londres, donc on a fixé un rendez-vous dans les mois à venir pour pouvoir voir dans quelle mesure cet ouvrage peut être traduit en anglais. C'est une Tutsi. Donc mon livre aussi a suivi cette méthodologie d'éviter des discours réductionnistes. C'est vrai qu'il y a une question Tutsi, mais on ne doit pas avoir cette vision manichéenne de voir que d'un côté il y a Tutsi et Hutu, parce que tous les Tutsis qui sont au Congo ou au Rwanda ne partagent pas forcément l'idéologie qui sont là. Mais j'invite aux lecteurs d'aller lire ce livre. Je traite de cet aspect. Je sais qu'il y a un problème, il y a une question, il y a une problématique de l'ethnie Tutsi, de sa survie, et c'est ça qui est en partie la cause de nos souffrances. Mais arrêtons de rejeter toujours la responsabilité sur les autres. Dans mon exposé, j'ai parlé de l'équation stratégique. Sécurité égale anticipation plus efficacité plus discipline, le tout multiplié par la motivation. Et à ce moment, on a pris un décret pour dire que plus jamais on pourrait avoir des unités qui pourraient comprendre plus de 25% des ressortissants d'une ethnie. Nous avons dans nos archives, il faut aller le voir. Et aujourd'hui, nous avons des régiments entiers à base monoethnique, alors qu'il suffit d'aller voir ce qui a été fait sur la force publique. Pourquoi une armée d'occupation, d'exploitation ou d'intraversion? Parce que la force publique, c'était le loyalisme au roi et à ses représentants. Et un bouclier contre la population, parce qu'on a connu la révolte des Bapende et tout, il y a eu les épisodes des Chicotes, Fimbo et consorts. Voilà ce qui a un peu caractérisé. Le but ici, ce n'est pas d'entrer en profondeur, mais j'explique un peu en détail certaines choses concernant la force publique. Puis vint l'ANC, une armée des mutins. Mimétisme de la force publique, pour la simple raison que l'africanisation des cadres et de l'armée n'a pas été préparée. Pourquoi? Vous pouvez trouver quelques réponses dans mon livre ou dans le livre de David Van Rynbroek, un très bon livre que je conseille à chacun de lire, Congo une histoire, Congo Geski Denis. Il apporte certains éléments intéressants par rapport à cette période. Mimétisme parce que je pense que le général Mukobo, dans la partie qu'il a développée dans mon livre, a expliqué en détail même les problèmes auxquels ils sont confrontés. Eux, jeunes officiers sortis des corps militaires de la première promotion avec le plus ancien.
et qui n'ont pas appris à commander. Et le commandement, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain, c'est un art. On ne devient pas officier du jour au lendemain. Aujourd'hui, au Congo, vous avez des gens, je connais quelqu'un 8 ans auparavant civil, aujourd'hui le colonel Ben. Et il m'écrit colonel Ben. Et quelqu'un même que j'ai aidé à rentrer au FRDC. Je pense que si on comprend que l'armée est cette charpente qui tient l'État, pourquoi laisser s'instaurer n'importe quoi? Aujourd'hui, en Europe occidentale, nous avons une crise financière. La Grèce, par exemple. Combien d'ONG sont allés là-bas pour aider la Grèce? On voit que des experts, des vrais experts s'y réunissent pour trouver des solutions par rapport à l'armée. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est expert. Paradoxalement, si on compare avec 1960, on n'a pas connu tout ce nombre d'ONG. Mais entre 60 et 65, il y a eu quand même, on a mis fin au désordre. Ici, on a un nombre exponentiel d'ONG, d'experts et tout, mais la situation reste chaotique, avec un nombre le plus élevé d'une mission de l'ONU au Congo. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. C'est pour cela que je voulais mettre l'accent sur le rôle de l'ONU. En 1961, il y avait une résolution du 21 février 1961 qui a donné un mandat clair à l'ONU. L'organisation, c'était la mission de l'ONU à l'époque au Congo, Jean Monusco, mais mission claire de former l'armée jusqu'à ce que l'armée soit formée. Or ici, on a connu la MONUC, j'ai fait aussi le parallélisme, pour observer, mais pas de mandat de formation comme tel, ou pour stabiliser. Peut-on stabiliser un territoire dès lors que ce territoire n'est pas pacifié ni sécurisé? N'est-ce pas mettre la charrue avant le bœuf? C'est très important. Ce n'était pas une résolution idéale, mais on peut aujourd'hui, dans la quête de repositionnement ou de redéfinition du rôle de l'ONU au Congo, je pense que les éléments de 1960 peuvent nous donner beaucoup d'indications. EUSEC s'accordera en accord avec le ministre de la Défense à un programme d'action qui est déterminé par le gouvernement congolais et dans lequel EUSEC essaye de mettre en œuvre certains projets, comme des projets assez concrets, la relance de l'école des sous-officiers à Kitona et, depuis l'année passée, la relance de l'école de formation des officiers à Kananga. Ce sont deux projets phares. Je reviendrai un peu plus tard sur ces deux projets. Mais il faut savoir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir des projets conséquents, mais si vous n'avez pas, de l'autre côté, une volonté de mettre à disposition des formateurs des élèves, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Si le pouvoir congolais ne vous donne pas d'élèves, vous ne savez pas donner cours à des chaises vides. C'est un peu le problème que nous rencontrons à l'heure actuelle. Quelles sont nos contraintes pour terminer? Je crois que Jean-Jacques l'a très bien dit. Si on veut commander une armée, il faut une chaîne de commandement. Le président Kabila a 5 chantiers. Dans ces 5 chantiers, il en a oublié un qui est principal. Mais qui commande l'armée et qui donne des directives? À l'heure actuelle, le moyen le plus simple de commander, je prends mon GSM et je téléphone aux soldats sur le front. Ce n'est pas comme ça qu'on commande une armée. Donc il y a encore beaucoup à faire si on veut avoir une armée moderne à l'heure actuelle. Ce qui explique aussi la débâcle à Goma au mois de novembre. Les unités au combat, mais comme chef, comme commandant de bataillon, on n'a plus de francs congolais pour acheter des cartes, il n'est plus joignable parce que, évidemment, il ne sait pas téléphoner. Et ensuite, quand vous êtes sur la ligne de front, vous n'avez pas de groupe électrogène. Et quand votre batterie est vide, vous n'êtes plus joignable. C'est un peu un des problèmes de l'armée congolaise à l'heure actuelle au combat. Le deuxième problème, on fait la réforme du secteur de la sécurité. On la fait normalement dans un pays qui cherche une solution durable à sa stabilisation. Au Congo, nous ne sommes toujours pas sortis des problèmes. Nous avons toujours des combats à l'Est, mais quand on parle de l'Est, il ne faut pas oublier non plus le nord du Congo avec le haut Uélé, le bas Uélé. Il ne faut pas oublier les problèmes ethniques, les problèmes de nationalité. Donc, nous ne sommes pas encore sortis des problèmes sécuritaires à l'heure actuelle. Et donc, dire que l'on va faire de la réforme du secteur de sécurité, c'est très difficile, puisque cela nécessiterait d'abord d'avoir la sécurité totale sur l'ensemble du territoire. Vous ne pouvez pas en même temps demander à un chef d'état-major de conduire du combat et de l'autre côté de former dans des écoles des officiers à qui on devrait donner des commandements à l'Est pour solutionner les problèmes.
Qui dit réforme du secteur de sécurité dit une multitude d'acteurs. Et on le retrouve au niveau de la RDC. On a les autorités congolaises, on a toutes les interventions extérieures qui coordonnent. Grand point d'interrogation. Ni les autorités congolaises, ni la MONUSCO qu'il avait dans son mandat ne coordonnent à l'heure actuelle la réforme du secteur de sécurité. Et donc chacun fait un peu ce qui lui plaît dans son domaine d'activité, ce qui permet aux autorités congolaises de continuer leurs réformes à leur vitesse et à leur vouloir. Les leçons pour l'Union européenne, l'Union européenne a un rôle important à jouer. Mais l'Union européenne, c'est 27 États membres, et donc il faut susciter l'appétit des États membres. Et alors, le Congo, on en parle depuis 2001, et de plus en plus, l'appétit des États membres, il diminue. Il y a de moins en moins d'intérêt pour le Congo, parce qu'il y a d'autres champs de bataille. Il y a eu la Libye, il y a le Sahel, il y a la Syrie, il y a la Corne de l'Afrique. Et en plus, on voit peu d'avancées au niveau du Congo, puisque à chaque fois que l'on va discuter à Kinshasa, il y a un nouvel interlocuteur dans les discussions. Il y a aussi nécessité de renforcer l'engagement des autorités locales. Si vous n'avez pas de volonté congolaise et du gouvernement et des différents acteurs politiques à tous les niveaux de s'engager dans une réforme, alors pourquoi dépenser des millions d'euros si c'est pour les voir en 24 heures se volatiliser dans des opérations militaires? Il y a une nécessité de renforcer les mécanismes de coordination. Jean-Jacques l'a très bien dit, le nombre d'acteurs sur le terrain est inimaginable. Tout le monde parle de coordination, mais jusqu'à présent, personne n'accepte d'être coordonné. Et il est primordial, et ça c'est peut-être très important, il est primordial au niveau politique de faire pression pour qu'un organe de coordination, que ce soit n'importe lequel, soit mis en œuvre. Sans organe de coordination, il n'y aura pas de réforme de la sécurité en RDC. En écoutant tout ce qui vient d'être dit, je crois que la solution se trouve dans une seule expression. La volonté politique d'échanger au Congo. Une armée, c'est l'expression de l'homme politique. Moi, personnellement, je vais simplement vous exposer mon organigramme et vous dire, avant d'y arriver à cet organigramme, qu'est-ce qui s'est passé au sein des forces armées zaïroises pour qu'on se retrouve dans l'état actuel. En un mot, c'est la faillite de l'exercice de commandement des institutions qui ont entraîné la déliquescence de notre armée. Nous savons qu'en 1960, le Congo devient indépendant. Immédiatement, il y a la mutinerie. Patrice Emery Lumumba, Premier ministre, nomme Lundula, chef d'état-major général, excusez-moi, commandant en chef, et Mobutu, chef d'état-major général. Mobutu s'empare directement du pouvoir militaire. Il évince Lundula, devient chef d'état-major et commandant en chef, et directement, l'armée devient un bien privé. Pendant 40 ans, en tant que commandant en chef, ensuite président de la République, personne ne s'ingère en ce qui concerne l'armée. Toutes les décisions sont prises personnellement et indiquées le mode d'action à suivre. Lorsque le même père arrive, il y a l'institutionnalisation de toutes les institutions du pays qui lui sont inféodées. L'armée aussi. Et on met au sein de l'armée des éducateurs politiques. Posons-nous la question de savoir, à côté d'un éducateur politique, qui est les yeux de Mobutu, qui doit renseigner Mobutu de tout ce qui se passe, de tout ce que le commandant de l'unité dit, cet commandant-là est incapable de donner des instructions, de peur que tout ce qu'il raconte arrive sur Mobutu et demain il se retrouve en prison. C'est ainsi que Mobutu a eu peur de l'armée. Il a créé une armée parallèle. Et c'est cette armée-là qui a été la cause du délabrement total de nos forces armées. Abandonnant l'armée régulière, il a équipé premièrement la DSP, la garde civile, et avant ça, il y avait ce qu'on appelait la brigade spéciale de renforcement. Ensuite, il abandonne même cette armée personnelle où on ne trouvait que les militaires de sa région incompétents,
incapables de tirer une balle, avec des commandants qui n'avaient aucune formation. Pour leur donner des grades, qu'est-ce qu'on vous avait fait? Il a fait venir des coopérants israéliens qui leur donnaient un cours de 6 mois et l'officier le lendemain, les militaires sortaient du camp, le lendemain était lieutenant, un jour après major et à la fin du mois colonel général. Je ne vais pas vous citer le nom, vous savez que toutes les unités spéciales créées par Mobutu pour sa défense étaient commandées par les gens de sa tribu. Le mécontentement créé suite à cette nomination et ont créé la cisanie au sein des forces armées, la jalousie. C'est ainsi que les autres militaires étaient incapables de s'informer, de faire quoi que ce soit. Cet état de choses était connu par nos amis, par nos voisins, les Rwandais, les Ougandais, qui vont en profiter en 1997, excusez-moi l'expression, 97, 96, 97, pour envahir le Congo sous la couverture de la FDL, c'est-à-dire de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, avec leur complice Laurent Désiré Kabila. Quand Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir, quelle sera sa première mission? Il fait table rase. Il s'accapare du pouvoir politique, il décapite l'armée de ses membres les mieux formés, les cadres officiers, il dénie les partis politiques, la société civile. Il fait appel à ces anciens qui se trouvent au maquis. Kabila instaure un gouvernement à l'image de ce qu'il faisait dans le maquis. Dites-moi, que peut-on demander à ce moment-là aux militaires dont les chefs ont été envoyés en forêt à Kitona où la moitié a péri? Malheureusement pour Kabila, il suit encore les traces de Mobutu. Conséquence, en janvier 2001, il est mort. Et qu'est-ce qui se passe? Comme dans une monarchie, la loi fondamentale provisoire disait que la direction du pays devait être confiée à un triumvirat. Ce triumvirat a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désigné son pseudo-fils, Joseph Kabila, à la tête du pays. Le pouvoir exercé par Kabila, nous pouvons le résumer comme étant un cheval de bataille, comme étant le cheval de Troie de l'axe Rwanda-Ouganda. Kabila commet l'erreur monumentale de nommer à la tête du pays un étranger qui aujourd'hui est ministre de la Défense nationale du Rwanda. Et c'est ce ministre-là, c'est cet homme-là qui continue à donner des directives en ce qui concerne la politique congolaise, la politique de la défense congolaise, qui dirige les opérations sur le terrain. Nous venons de suivre un exposé dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Congo et l'Union européenne. Vous avez bien suivi ce qui se passe là-dedans. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de volonté politique de pouvoir construire une véritable armée au Congo, quels que soient les mécanismes qu'on mettra en place, nous resterons toujours au même stade et il n'y aura pas de progrès. Pourquoi? Parce qu'on a réduit toutes les crises congolaises à des problèmes de partage du pouvoir. On a cru qu'il suffisait d'avoir un pouvoir élu pour que l'État fonctionne mieux. Il suffisait d'avoir des dirigeants soumis à l'Occident pour que l'État fonctionne mieux, parce qu'ils vont obtempérer. Il suffisait d'eux. Conférence nationale souveraine, dialogue intercongolais, pré-dialogue, ainsi de suite, et jusqu'aujourd'hui. On va continuer à développer la même approche, résoudre le problème de l'accès au pouvoir sans se demander sur quel État ce pouvoir-là va s'appuyer et quel pouvoir cet État va devoir, ce pouvoir politique va-t-il devoir gérer. Comme vous savez,
Il ne suffit pas de se proclamer chef ou de se voir confier une telle fonction pour pouvoir l'assumer et pouvoir l'assumer convenablement. L'art militaire, ça ne s'improvise pas. Il faut une vocation, il faut une formation, il faut de la motivation. Et je pourrais ajouter l'équation que j'ai apprise cet après-midi. Ne dit-on pas souvent qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais qu'il n'y a que de mauvais chefs? Et comme toujours, ne dit-on pas souvent que le poisson pourrit par sa tête? Il ne suffit pas de stigmatiser une autorité particulière, mais il s'agit de mettre à nu le système lui-même. Je terminerai par 2 ou 3 petits exemples très factuels. Un chef d'état-major de forces terrestres, accusé d'intelligence avec l'ennemi, est relevé ou suspendu de ses fonctions. On l'a déjà cité. Un député accusé d'intelligence avec l'ennemi est radié de l'ordre. Je n'ai pas besoin de citer les noms de personnes. N'y a-t-il pas là un problème réel? Si aujourd'hui on dit que ceux qui affrontent l'armée congolaise sont des ennemis et qu'on va négocier avec eux en même temps, sans les radier de l'armée, n'y a-t-il pas là une manifestation symptomatique de quelque chose qui ne va pas? Il me semble qu'aujourd'hui, plutôt que d'accabler tout le temps les seuls militaires, il nous faudrait vraiment poser la question de la gestion étatique tout court et de la question de l'autorité en République démocratique du Congo. C'est seulement à cette condition-là qu'on pourra voir qui peut contribuer ou pas à la consolidation de l'État en RDC. Et je vous remercie. Associer l'armée à la gestion du pays, oui ou non? Merci. Madame, votre question a été très claire. Vous pensez que est-ce qu'on peut mélanger les poules et les enfants? Non. Non. Et je l'ai bien dit. L'armée de demain ne peut être pas composée des militaires actuels qui sont en fonction. Mais vous ne pouvez pas faire table rase. Ces hommes-là ont travaillé pour l'armée, sont en train de se battre. Il faut les reprendre en main. La question que vous posez, il y en a qui ont commis des bêtises là. Ils doivent être jugés à un moment donné. Ça, c'est la volonté politique. Le mal de notre pays, c'est mon frère, il ne faut rien faire pour lui, vous le mettez derrière. Qu'est-ce que vous voulez que les militaires fassent? Rien. Deuxièmement, madame dit là-bas, pourquoi ne pas faire 50-50? Mais je suis d'accord avec vous, entièrement d'accord avec vous, mais simplement, si vous prenez l'histoire de l'humanité, il y a un certain progrès qui a été fait pour arriver à l'égalité des hommes et des femmes. Actuellement, dans nos mentalités, la femme n'est pas faite pour combattre. La femme n'est pas faite pour tuer. Or, aujourd'hui, nous avons besoin des gens pour tuer. Je m'explique pour vous de vous dire de quatre vérités. Avant tout, nous devons couper, enlever le fruit qui est pourri, enlever le verre qui est dans le fruit. Et ce verre-là, ce n'est pas avec une femme que tu vas l'enlever. Demain, égalité, 50% de femmes, 50% d'hommes. Mais à ce moment-là, mettez-vous en tête qu'il y aura des équilibres parce qu'il n'y aura plus assez d'enfants pour que le Congo. Mais vous êtes sur le terrain. Quel est l'état des lieux de cette armée aujourd'hui? L'état des lieux, comme vous voulez de le dire, c'est un enfant malade. Je crois que le diagnostic, si on peut parler médecine, puisqu'on a parlé d'une maladie, le diagnostic, il est connu. Le problème, c'est que les remèdes sont très difficiles à appliquer à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce qui fait que ça soit difficile à expliquer alors que vous êtes sur le terrain? Vous avez beaucoup de moyens de l'Union européenne, mais que cela ne marche pas jusqu'à présent. Mais ce n'est pas les moyens de l'Union européenne qui doivent être mis en œuvre. Il faut d'abord que le gouvernement congolais lui-même mette les remèdes en place. Donc, et soigne son enfant malade. En s'occupant de son armée, en s'occupant de son personnel et en s'occupant des familles des militaires. Maintenant, de votre expérience, ce qui pose problème au niveau de l'armée congolaise, est-ce le fait du commandement ou c'est du fait du militaire congolais? Non, mais je crois que ça a été très bien dit pendant la réunion. Je crois qu'il n'y a pas de mauvais soldats. Il faut que la chaîne de commandement soit opérationnelle et donne les bonnes directives au bon moment aux soldats. Et le soldat, c'est un exécutant. Parce que le problème majeur de notre pays actuellement, c'est d'avoir une armée crédible. Et cette armée va être formée et confiée aux hommes, aux cadres compétents et capables
de mener des opérations afin de mettre un terme à ce qui se passe à l'est du pays. Mais mon général, justement, vous avez dit que vous êtes un ancien militaire bien formé à l'école royale militaire. Vous êtes un officier, un haut officier des forces armées zaïroises. Aujourd'hui, beaucoup de gens vous imputent à vous, forces armées zaïroises, la déliquescence de cette armée. Est-ce que vous assumez votre part des responsabilités? On ne peut pas nous imputer la déliquescence des forces armées congolaises aujourd'hui. Les armées, c'est l'image du pays, c'est l'État. Si le chef de l'État n'encadre pas, si le chef d'État ne donne pas de moyens à son armée, il l'abandonne à son triste sort. C'est ce qui s'est passé actuellement depuis Mobutu jusqu'à la date d'aujourd'hui dans nos pays. Les chefs de l'État, chefs des armées, se sentent incapables, ou plutôt je dirais à peur de l'armée des cas de Mobutu. Il a créé des armées parallèles en abandonnant la première armée. Ce qui fait qu'il y a eu ce qu'on a appelé le clientélisme, le favoritisme, créant au sein des militaires formés, des militaires capables de pouvoir gérer le pays, à se désintéresser, à ne plus avoir le moral, à être démotivé pour continuer à travailler au sein de l'armée. Un homme sans morale, un homme démotivé n'est plus capable de rendre un service au sein d'une armée. Alors, mais maintenant, aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est. Pour le général Mukobo, qu'est-ce qu'il faut faire pour redorer le blason de cette armée? Qu'est-ce qu'il faut faire surtout pour bouter l'ennemi dehors? Il faut restructurer l'armée. En commençant tout d'abord par réformer certaines unités qui sont actuellement sur le terrain pour pouvoir les équiper, les restructurer, leur donner un moral, une instruction opérationnelle leur permettant d'aller sur le terrain et ne pas avoir peur de l'ennemi. Parce qu'un militaire qui ne sait ni tirer, ni se défendre et n'a pas de matériel voulu, n'a pas à manger, ne peut pas aller en guerre. Ce qui se passe actuellement. On envoie des soldats sans munitions. On envoie des soldats avec des armes dépassées. Et surtout devant un ennemi qui a des armes sophistiquées, comme on le dit très souvent. En tout cas, les meilleures armes, les soldats congolais, tout en étant le meilleur soldat, n'est pas capable de faire face à cela. Est-ce que le général Mukobo pourrait participer, contribuer par exemple à cette réforme de l'armée congolaise nouvelle? Le général Mukobo est disposé à participer à la réforme de l'armée actuelle. Mais il faudra remplir certaines conditions. La première, c'est d'avoir tout d'abord d'instaurer au Congo un état de droit. Pour être